Il existe, dans les archives poussiéreuses d'un théâtre parisien dont les murs ont absorbé des décennies de secrets et de larmes, une lettre que personne n'a jamais eu le droit de lire. Une lettre écrite de la main de Jean Cocteau, à l'encre bleue, sur du papier à en-tête du Palais Royal, et adressée à une jeune femme aux yeux noirs comme l'encre de Chine, dont le nom allait bientôt résonner dans le monde entier. Juliette Gréco. Selon les personnes qui ont approché ces archives, cette lettre n'est pas un simple billet de courtoisie, ni un mot d'encouragement entre artistes. Ceux qui l'ont tenue entre leurs mains, et ils ne sont qu'une poignée jalouse et silencieuse, affirment qu'elle contient une exigence, un ultimatum formulé avec toute l'élégance cruelle dont Cocteau était capable. Un homme qui savait envelopper la violence dans la soie des mots. Pendant 40 ans, Juliette Gréco a refusé de prononcer le nom de Cocteau dans une interview, lors d'une émission de radio, devant quelque caméra que ce soit. 40 ans. Un silence si long, si parfaitement entretenu, qu'il ressemble moins à de l'oubli qu'à une blessure soigneusement pansée chaque matin. Que contenait cette lettre? Quel secret unissait et opposait ces deux géants de la culture française? Et pourquoi ce silence obstiné, digne des plus grands mystères de Saint-Germain-des-Prés? Pour comprendre ce qui s'est passé entre Juliette Gréco et Jean Cocteau, il faut d'abord remonter aux origines d'une femme que Paris a enfantée dans la douleur et la liberté. Juliette Gréco n'est pas née star. Elle est née dans une France déchirée, une France qui portait encore les stigmates de l'occupation, et elle a grandi dans un Paris en reconstruction. Un Paris qui cherchait désespérément sa beauté perdue sous les décombres de la guerre. Enfant, elle avait connu l'errance, la séparation, l'absence d'une mère qui, selon ses propres confessions tardives, ne lui avait pas transmis la chaleur dont un enfant a besoin pour traverser le monde sans se brûler les mains. Sa mère, Juliette Laféchine, avait été arrêtée pendant l'occupation pour fait de résistance, et la petite Juliette avait été placée dans un établissement, séparée de tout ce qu'elle connaissait, jetée dans un monde d'adultes qui n'avait pas de temps pour une enfant à la chevelure noire et aux yeux trop grands pour son visage. C'est précisément cette solitude fondamentale, cette façon qu'elle avait de porter en elle une nuit intérieure, visible depuis la rue, qui allait faire d'elle, quelques années plus tard, la créature idéale pour hanter les caves de Saint-Germain-des-Prés. Car Paris, au lendemain de la guerre, n'attendait pas une blonde souriante aux airs de carte postale. Paris attendait quelqu'un qui ressemblait à sa propre mélancolie. Et Juliette Gréco, avec sa silhouette en noir, ses lèvres d'un rouge profond comme du vin de Bourgogne, et cette façon qu'elle avait de regarder les gens comme si elle lisait dans leurs âmes, était exactement ce Paris-là, incarné dans un corps de femme de 20 ans. Elle arrive à Saint-Germain dans les dernières heures de la guerre, presque les mains vides, avec pour tout bagage une énergie sauvage et une curiosité dévorante pour les idées nouvelles qui fermentaient dans les caves enfumées du quartier. C'est là qu'elle rencontre les philosophes, les poètes, les artistes qui réinventaient la pensée française dans l'urgence de l'après-guerre. Jean-Paul Sartre, dont le regard scrutateur derrière les verres épais de ses lunettes semblait peser chaque être humain avec une précision d'orfèvre, Albert Camus, dont le charme méditerranéen contrastait si joliment avec sa gravité intellectuelle, Boris Vian, génie plural et fragile, qui voyait en Gréco une sœur d'âme, capable de porter en scène les mots les plus complexes de leur génération. Sartre lui confie des poèmes à chanter, des textes qui n'avaient jamais été écrits pour la musique, mais qui, dans la bouche de Gréco, prenaient une dimension nouvelle, presque prophétique. Chaque soir, dans les caves de la rue Saint-Benoît ou au sous-sol du Tabou, la jeune femme se transformait. La fille silencieuse et blessée devenait une force de la nature, une voix qui traversait la fumée et le bruit des conversations pour planter ses mots directement dans la poitrine des auditeurs. Et pourtant, malgré ce triomphe naissant, malgré les regards admiratifs et les conversations à son sujet qui circulaient dans tout le Paris intellectuel, Juliette Gréco n'avait pas encore décidé ce qu'elle voulait être.
Chanteuse, actrice, muse, elle était tout cela à la fois, et cette multiplicité, si elle faisait sa richesse, portait en elle le germe d'une crise que personne, à l'époque, n'aurait pu prévoir dans toute son ampleur. Car un matin d'une année charnière, un matin où Paris tremblait sous un froid rare et où la Seine portait des reflets de plomb, le téléphone de Juliette Gréco allait sonner, et à l'autre bout du fil, une voix à la fois douce et impérieuse allait prononcer des mots qui changeraient le cours de sa vie. Une voix que tout Paris reconnaissait, la voix de Jean Cocteau. Mais qui étaient réellement les gens autour d'elle qui savaient ce que cette invitation signifiait vraiment? Qui, dans le cercle intime de Gréco, connaissait les véritables conditions attachées à cette proposition fabuleuse et avait choisi de ne rien dire? Il y avait dans l'entourage immédiat de Juliette Gréco à cette époque un groupe restreint de personnes qui savaient exactement ce que signifiait travailler avec Jean Cocteau. Pas le Cocteau que le grand public imaginait. Le poète lumineux, l'esthète au dessin foudroyant, le magicien du cinéma français qui avait offert au monde des images inoubliables avec La Belle et la Bête et qui se préparait, en 1950, à couronner son œuvre cinématographique avec Orphée. Non, ces initiés connaissaient l'autre Cocteau. L'homme de contrôle absolu, le génie qui concevait ses collaborateurs comme des instruments au service d'une vision totale et sans compromis. Celui qui avait la réputation, dans certains cercles du milieu théâtral et cinématographique parisien, d'absorber littéralement ses muses jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elles-mêmes. Jusqu'à ce que leur personnalité propre soit fondue et refondue dans le moule de son désir artistique. Parmi ceux qui savaient, il y avait Marcel Marceau, le maître du mime, cet ami proche de Gréco, dont le visage blanc et expressif cachait une intelligence redoutable des relations de pouvoir dans le milieu artistique parisien. Et il y avait Étienne Decroux, le père fondateur du mime corporel, dont les longues conversations avec Gréco, dans son studio encombré de sculptures et de notes de travail, portaient souvent sur les exigences insupportables que les grands créateurs imposaient à ceux qui les approchaient de trop près. Selon les témoignages recueillis des années plus tard par des journalistes qui avaient eu accès au carnet personnel de plusieurs protagonistes de cette période, Marceau aurait eu une conversation décisive avec Gréco peu après que Cocteau lui eut proposé la collaboration. Une conversation dont les deux parties ne révéleront jamais le contenu exact, mais dont les effets seraient visibles dans le comportement de Gréco pendant les semaines suivantes. Une Gréco plus hésitante, plus repliée sur elle-même, qui fumait davantage et dormait moins, qui regardait la scène depuis le pont des Arts avec cette expression que ses amis les plus proches apprenaient à reconnaître. L'expression de quelqu'un qui calcule le prix d'une décision irréversible. Marceau, selon ces mêmes sources, lui aurait glissé une mise en garde sibylline. Des mots dont plusieurs témoins de l'époque ont rapporté l'esprit, sinon la lettre exacte. L'idée qu'entrer dans l'univers de Cocteau, c'était entrer dans le mythe, mais risquer de ne jamais tout à fait en ressortir soi-même. L'invitation de Cocteau, présentée au public et à la presse comme une rencontre naturelle entre deux esprits d'exception, était en réalité le résultat d'une sélection minutieuse et secrète que Cocteau avait conduite pendant plusieurs mois. Il avait observé Gréco, au Bœuf sur le Toit d'abord, puis dans les caves de Saint-Germain. Il avait écouté ses enregistrements naissants, il avait questionné discrètement des gens qui la connaissaient, avec la méthode patiente et froide d'un collectionneur qui évalue une pièce rare avant d'en chérir. Ce que Cocteau avait repéré en elle n'était pas seulement le talent vocal, ni même la présence scénique magnétique qui clouait les spectateurs à leur siège dès qu'elle montait sur une estrade. C'était quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus dangereux pour Gréco elle-même. Cocteau avait repéré sa capacité à habiter un rôle avec une vérité qui touchait au mystère, cette façon qu'elle avait de porter en elle une dimension mythologique naturelle, comme si elle était née pour interpréter des figures qui appartiennent à l'éternité plutôt qu'à l'histoire ordinaire des hommes. Et il avait un rôle précis en tête pour elle. Un rôle dans l'univers du mythe le plus lourd de toute la mythologie grecque. Un rôle au cœur de son Orphée. Non pas le héros lui-même, mais quelque chose peut-être plus dangereux encore. L'une de ces femmes qui entourent le mythe, qui l'alimente, qui le déchire.
Mais ce que Cocteau n'avait pas dit à Gréco, ce que ses collaborateurs proches savaient et taisaient soigneusement, c'était la nature exacte du contrat moral qu'il entendait imposer à quiconque entrait dans l'univers de son Orphée. Un contrat qui n'était pas écrit sur le papier, mais qui était gravé dans les mœurs de son cercle créatif, avec une force bien plus contraignante que n'importe quelle clause juridique. Et la question qui brûlait les lèvres de ceux qui connaissaient ces règles non écrites était simple et terrifiante. Est-ce que quelqu'un, parmi les amis de Gréco, allait lui expliquer ce qu'elle s'apprêtait réellement à accepter? Ou allaient-ils, eux aussi, entrer dans ce silence complice qui protège les puissants au détriment des innocents? Jean Cocteau, en 1950, n'était pas simplement un artiste. Il était une institution, une force gravitationnelle autour de laquelle s'organisait une partie considérable de la vie culturelle française. Et cette force attirait les uns pour les élever jusqu'aux étoiles, tandis qu'elle broyait les autres dans le mécanisme imperceptible de ses exigences absolues. Il avait 61 ans cette année-là, un âge où certains hommes se font plus doux, plus indulgents avec les fragilités humaines. Cocteau, lui, était devenu plus exigeant, plus implacable dans sa vision, comme si le temps qui passait lui avait retiré la patience de composer avec la médiocrité ou l'hésitation. Son appartement du Palais Royal était une scène permanente où chaque objet, chaque meuble, chaque tableau parlait de lui et de sa grandeur, où les visiteurs se sentaient immédiatement réduits à l'état de figurants dans un opéra dont il était seul le metteur en scène. C'est dans ce décor que Juliette Gréco se rendit pour la première véritable conversation de travail avec Cocteau. Une conversation que plusieurs personnes de l'entourage commun des deux artistes ont décrite comme fondamentalement asymétrique dès le premier instant. D'un côté, Cocteau, dans son fauteuil favori, dessinant machinalement sur un carnet de croquis pendant qu'il parlait, avec cette aisance des gens qui savent que leur moindre geste est observé et commenté. De l'autre côté, Gréco, 23 ans, qui portait déjà sur ses épaules étroites le poids d'une réputation naissante et d'une ambition encore mal définie, une jeune femme qui avait appris à se protéger du monde avec l'armure de son regard noir et direct, mais qui, face à Cocteau, sentait quelque chose de nouveau et d'inquiétant. Le sentiment d'être lu de l'intérieur par quelqu'un qui savait exactement où étaient ses points de faiblesse et n'aurait aucun scrupule à les utiliser au service de son art. Cocteau lui avait parlé d'Orphée avec une éloquence envoûtante, en dessinant des lignes sinueuses sur son carnet, comme s'il notait les contours d'une vision qu'il était seul à pouvoir voir dans son intégralité. Il lui avait expliqué que son Orphée n'était pas une simple adaptation du mythe antique, mais une réflexion sur la création artistique elle-même, sur ce que l'artiste doit sacrifier pour atteindre la vérité de son art, sur la ligne qui sépare le monde des vivants et le monde des ombres où résident les grandes œuvres. Et en l'écoutant, Gréco avait compris, avec cette intuition des artistes qui pressent les vérités avant de les comprendre intellectuellement, que Cocteau ne lui parlait pas que de mythologie. Il lui parlait d'elle. Il lui parlait de ce choix fondamental qu'elle évitait depuis ses débuts à Saint-Germain. Le choix entre la chanson et le théâtre, entre la liberté de la scène de music-hall où elle était reine et maîtresse de son temps, et l'exigence totale, corporelle et psychologique que le théâtre imposait à ceux qui voulaient vraiment l'habiter. Or, il existait autour de Cocteau à cette époque quelque chose que les gens bien informés du milieu appelaient entre eux, à voix basse et avec une prudence calculée, le cercle des décisions. Un cercle composé de 5 ou 6 personnes, proches collaborateurs, amis anciens et fidèles, hommes et femmes de confiance absolue, qui géraient non seulement l'agenda artistique de Cocteau, mais aussi sa stratégie de séduction des talents, qui repérait les artistes qui l'intéressaient, qui organisait les premières rencontres, qui s'assurait que les informations susceptibles de décourager les nouvelles recrues ne leur parvenaient pas avant que la fascination ne soit suffisamment installée pour qu'il soit trop tard pour reculer. Ces personnes savaient tout ce qu'il y avait à savoir sur la façon dont Cocteau travaillait avec ses muses. Elles savaient quelle quantité de liberté personnelle il exigeait en échange de la gloire qu'il promettait. Et elles se taisaient, avec la cohésion tranquille et redoutable d'un clan
qui a trop à perdre dans la rupture de son silence. Parmi les signes que certains contemporains ont relevés plus tard, avec le recul que donne l'histoire, un détail revient régulièrement dans les témoignages de l'époque. Juliette Gréco portait, depuis une rencontre fortuite chez Boris Vian, où elle avait reçu en cadeau un petit médaillon d'argent représentant une lyre, cet objet minuscule autour du cou en permanence, comme un talisman contre les tempêtes à venir. Plusieurs personnes qui la connaissaient ont confirmé cette habitude. La lyre, symbole d'Orphée, symbole de la musique et du pouvoir de la voix sur le monde. Un hasard? Peut-être. Mais ceux qui croient aux signes y voyaient une ironie du destin, d'une précision presque cruelle. La jeune femme portait déjà sur elle le symbole du rôle qui allait la déchirer, comme si quelque chose en elle savait avant son intellect ce qui l'attendait, et avait choisi de s'en faire le joyau plutôt que de s'en protéger. Ce talisman, disent ceux qui l'ont vu dans les semaines précédant la grande crise avec Cocteau, avait une habitude particulière entre les doigts de Gréco. Elle le serrait dans sa paume droite avant d'entrer en scène, dans les coulisses poussiéreuses du tabou ou de la rose rouge, les yeux fermés, les lèvres bougeant imperceptiblement, comme si elle prononçait une formule ou une prière. Une préparation rituelle que ces musiciens avaient appris à respecter comme une chose sacrée, sans la déranger, sans lui parler pendant ces quelques secondes de recueillement où elle devenait quelqu'un d'autre, ou peut-être, enfin, tout à fait elle-même. Mais après les premières semaines de travail avec Cocteau, après les premières répétitions qui laissaient Gréco épuisée et silencieuse d'une façon que ses proches ne lui connaissaient pas, plusieurs personnes de son entourage ont remarqué un changement dans ce rituel de la lyre. Elle ne la serrait plus dans sa paume avant d'entrer en scène. Elle la tenait à distance, enroulée autour des doigts comme une question sans réponse. Et puis un soir, elle n'était plus là. Le talisman avait disparu. Pas dans un accident spectaculaire, pas perdu dans une altercation ou oublié dans une loge. Simplement absent, un matin, du cou de Juliette Gréco, sans explication, sans commentaire de sa part, avec cette façon qu'elle avait parfois de clore certains chapitres de sa vie en faisant disparaître silencieusement les objets qui leur appartenaient. Ses proches, ceux qui connaissaient la signification de ce geste, comprirent que quelque chose d'irréversible s'était produit dans sa relation avec Cocteau et dans son rapport à la décision qu'elle devait prendre. Quelque chose avait changé dans les profondeurs de cette femme qui était toujours, en apparence, la même Gréco aux yeux noirs et à la voix de velours sombre. Mais si quelque chose avait changé si profondément et si soudainement, qu'est-ce que les répétitions avec Cocteau lui avaient fait? Et quels mots avaient été prononcés dans ces salles de répétition auxquelles personne d'autre n'avait accès? Pendant 25 ans, une femme a refusé de parler. Non pas par oubli, non pas par indifférence, mais avec la détermination froide et méthodique de quelqu'un qui protège un secret dont la valeur dépasse tout ce qu'on pourrait lui offrir en échange. Cette femme s'appelait, ou plutôt on l'appellera, Anne-Marie Clément, son nom n'ayant jamais filtré dans la grande presse. Non pas une star, non pas une intellectuelle célèbre, mais une répétitrice que Cocteau employait depuis la fin des années 40 pour travailler les textes et les mouvements avec les artistes qu'il recrutait dans son cercle. Une femme discrète, aux cheveux gris coupés courts, qui portait toujours le même manteau de laine anthracite et qui, selon ceux qui la croisaient dans les couloirs des théâtres parisiens, avait des yeux qui semblaient avoir tout vu et tout classé dans des tiroirs intérieurs auxquels personne d'autre n'avait accès. Anne-Marie Clément avait été présente dans toutes les salles de répétition où Juliette Gréco et Jean Cocteau avaient travaillé ensemble au cours de la 150. Elle avait entendu chaque mot, observé chaque geste. Et quand les journalistes de la presse culturelle parisienne tentaient de l'approcher dans les années 60, 70 ou même 80, elle répondait invariablement par la même formule polie et définitive. Elle n'avait rien à dire sur cette période, et rien de ce qu'on pourrait lui proposer ne changerait cette position. Et pourtant, au cours de l'hiver 1975,
dans un appartement du 11e arrondissement qui sentait le café froid et la cire à parquet, Anne-Marie Clément avait parlé. Une seule fois, pendant plusieurs heures, devant un magnétophone que son interlocuteur avait posé sur la table basse entre 2 tasses de thé refroidies. Et ce qu'elle avait dit ce soir-là éclaire d'une lumière entièrement nouvelle les semaines les plus mystérieuses de la vie de Gréco. Comment la version de cette femme invisible remet-elle en question tout ce que l'on croyait savoir sur la rupture entre Gréco et Cocteau? Il faut d'abord comprendre ce que représentaient les répétitions de Cocteau pour quiconque les avait vécues de l'intérieur. Ce n'étaient pas des séances de travail ordinaires, au sens où n'importe quel professionnel du théâtre ou du cinéma aurait pu entendre ce terme. Cocteau ne dirigeait pas ses collaborateurs comme un technicien affine et corrige une performance. Il les transformait, ou plutôt, il tentait de les transformer, de les amener à défaire couche par couche les habitudes, les réflexes, les automatismes qui constituaient leur personnalité artistique construite, pour atteindre ce qu'il appelait, avec cette façon qu'il avait de transformer les concepts les plus exigeants en métaphores d'une élégance désarmante, la vérité nue de l'être. Dans la pratique, cela signifiait des sessions de travail qui pouvaient durer 6, 7, 8 heures d'affilée dans des pièces peu chauffées, avec des exigences qui se déplaçaient constamment, des objectifs qui semblaient toujours à portée de main et toujours repoussés d'un pas supplémentaire, une pression psychologique douce mais continue qui, selon Anne-Marie Clément, amenait certains artistes à un état de fatigue et de perméabilité où il leur devenait très difficile de distinguer leurs propres désirs des désirs que Cocteau leur suggérait. Pour Juliette Gréco, ces premières semaines de répétition avaient eu quelque chose d'à la fois exaltant et profondément déstabilisant, selon ce qu'Anne-Marie Clément avait confié ce soir d'hiver 1975. Exaltant parce que Cocteau possédait une capacité unique à faire sentir à quiconque travaillait avec lui qu'il ou elle était exactement la personne au monde que ce rôle attendait, que l'art qu'ils étaient en train de créer ensemble était nécessaire, inévitable, d'une importance qui dépassait leurs existences individuelles. Dans la bouche de Cocteau, le mythe d'Orphée devenait une vérité vivante, qui concernait directement Gréco, son rapport à la musique, son rapport à la mort symbolique que représente pour tout artiste le fait de descendre dans les profondeurs de lui-même pour en ramener quelque chose de vrai. Et Gréco, dont l'intelligence était aussi aiguisée que la sensibilité, avait compris ces premières semaines, avec une clarté douloureuse, que Cocteau avait raison sur un point essentiel. Elle n'avait pas encore pleinement exploré ses propres profondeurs. Elle chantait et jouait encore avec une partie d'elle-même en réserve, une partie qu'elle gardait protégée, intacte, à l'abri des regards et des exigences du monde. Mais il y avait aussi, dans ces répétitions, une dimension que ni la presse, ni les biographes officiels n'avaient jamais vraiment saisie, et que Anne-Marie Clément avait décrite avec une précision qui, selon son interlocuteur de ce soir-là, donnait la chair de poule. Cocteau avait introduit, progressivement et avec une subtilité remarquable, une condition non négociable dans son travail avec Gréco. La condition du choix exclusif. Pas de manière brutale, pas avec des mots directs qui auraient pu déclencher chez Gréco la réaction de résistance que sa personnalité rendait inévitable face à toute forme d'ultimatum frontal. Non, Cocteau avait procédé comme il faisait tout, avec grâce, avec obliquité, avec cette façon d'amener les gens là où il voulait qu'ils aillent, en leur faisant croire à chaque instant que c'était eux qui choisissaient librement leur chemin. Il avait commencé par faire des commentaires admiratifs sur la carrière de certains artistes qui s'étaient consacrés entièrement au théâtre, en soulignant avec un soupir imperceptible à quel point leur travail avait une densité, une profondeur, une légitimité que leurs contemporains dispersés entre plusieurs formes d'expression ne pouvaient pas atteindre. Il avait cité des noms, des grands noms du théâtre français, des comédiens et des comédiennes dont la renommée était ancrée dans quelque chose de solide et de durable, contrairement, et ici le soupir s'approfondissait légèrement, à la brillance éphémère de la chanson de cabaret, si charmante, si populaire,
et si nécessairement fugace. Était-ce un hasard si, dans ces mêmes semaines, les premières critiques réellement significatives sur l'enregistrement de Si tu t'imagines, chanson que Raymond Queneau avait écrite pour Gréco et qui constituait l'un de ses premiers succès discographiques, commençaient à circuler dans certains milieux proches de Cocteau avec des qualificatifs légèrement condescendants, des épithètes qui soulignaient le caractère populaire et accessible de l'œuvre, là où on aurait pu attendre des mots comme « essentiel » ou « nécessaire ». Anne-Marie Clément n'accusait personne directement dans ses confidences de 1975, mais la façon dont elle avait posé ses questions rhétoriques, avec ce silence pesant qui suivait chacune d'entre elles, disait plus que n'importe quelle accusation formulée. Et la question que son interlocuteur lui avait posée à ce moment précis de la conversation était la même que celle que nous nous posons aujourd'hui. Avait-on organisé autour de Juliette Gréco une pression invisible et concertée pour l'amener à choisir le théâtre de Cocteau au détriment de sa propre voix, cette voix qui était peut-être, sans que personne ne l'admette encore pleinement, ce qu'elle avait de plus profondément et de plus irréductiblement sien. Il existe un document que peu de gens ont consulté et dont l'existence même reste contestée par certains spécialistes de la période, bien qu'il soit mentionné avec une précision troublante dans les carnets privés de plusieurs artistes de la génération de Gréco. Ce document serait un carnet de notes médicales, ou plutôt, selon la terminologie de l'époque, un dossier de suivi, établi par le médecin personnel que Cocteau faisait appel pendant les périodes de travail intensif pour s'assurer que ses collaborateurs restaient aptes à la création. À Paris, dans les années 50, cette pratique n'était pas aussi étrange qu'elle pourrait le paraître aujourd'hui. Les grands metteurs en scène et les directeurs artistiques les plus exigeants avaient effectivement recours à des praticiens qui suivaient l'état de santé physique et psychologique de leurs équipes, moins par bienveillance que par pragmatisme. Un artiste épuisé ou malade ne pouvait pas livrer la performance que le travail exigeait, et il était donc dans l'intérêt de la création de maintenir les participants en état fonctionnel. Ce carnet, selon ceux qui affirment l'avoir tenu entre les mains, aurait contenu des observations sur l'état de Juliette Gréco pendant les semaines de répétition qui suggèrent une réalité très différente de l'image d'une collaboration épanouissante entre deux artistes en accord parfait que la version officielle des événements avait soigneusement construite et propagée. Car ce que Juliette Gréco traversait pendant ces semaines de 1950 était physiquement et psychologiquement bien plus difficile que ce que quiconque, à l'époque, avait jugé utile de rendre public. Qu'est-ce que ce document révèle sur le prix réel que Gréco a payé pour son passage dans l'univers de Cocteau? Pour comprendre la nature de cet épuisement particulier, il faut d'abord mesurer l'écart entre les deux rythmes de vie que Gréco était en train de tenter de maintenir simultanément pendant cette période. D'un côté, ses engagements de chanteuse, qui n'avaient pas été annulés ou même réduits pour laisser de la place au travail avec Cocteau, les soirées à la Rose Rouge, les rendez-vous en studio pour des enregistrements dont les maisons de disques attendaient impatiemment la livraison, les émissions de radio qui, en 1950, représentaient le principal vecteur de diffusion populaire pour une artiste de sa génération, sans parler des obligations sociales d'une jeune femme dont la réputation dans les milieux intellectuels et artistiques parisiens exigeait une présence régulière dans les lieux où se construisait le Paris culturel de l'après-guerre. De l'autre côté, les répétitions avec Cocteau, qui débutaient souvent en milieu d'après-midi et ne se terminaient pas avant des heures qui laissaient peu de temps pour le sommeil, avant le début des engagements du lendemain. Si l'on croit à ceux qui affirment avoir tenu ce carnet entre les mains, et leurs récits coïncident avec une précision troublante avec les témoignages de plusieurs contemporains, Gréco présentait dès la 4e semaine de travail des signes d'un épuisement qui allait bien au-delà de la fatigue normale d'une artiste en pleine activité. Une fragilité vocale inhabituelle pour quelqu'un dont la voix était précisément la marque de fabrique et l'instrument principal. Un enrouement léger mais persistant que son professeur de chant de l'époque, selon un témoignage rapporté dans une biographie française des années 90, avait attribué à une combinaison de sollicitations excessives
et d'une tension psychologique chronique. Une perturbation du sommeil que ses amis proches avaient remarquée sans pour autant en comprendre l'origine exacte. Gréco qui arrivait aux réunions avec des cernes sous les yeux d'une profondeur inhabituelle. Gréco qui avait la curieuse habitude de s'endormir brièvement dans les fauteuils des caves de Saint-Germain entre deux conversations. Gréco dont la concentration, ordinairement d'une acuité redoutable, semblait parfois se fragmenter en milieu de soirée, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle tirait le rideau sur le monde extérieur pour se replier sur des pensées qui n'appartenaient qu'à elle. Ce qui est particulièrement frappant dans ces observations, si l'on accepte leur authenticité, c'est moins la description clinique des symptômes que la question qu'elle soulève sur la décision qui avait été prise, ou pas prise, de les traiter autrement qu'en prescrivant du repos. Car le repos, précisément, était ce que le rythme imposé par la combinaison des engagements professionnels et des répétitions avec Cocteau rendait structurellement impossible. Et la question qui se pose naturellement, et qui se posait à l'époque à quiconque était assez proche de la situation pour la voir dans son ensemble, était celle de la responsabilité. Qui, parmi les personnes qui avaient intérêt à ce que le travail avec Cocteau se poursuive, avait également la responsabilité de protéger la santé de la jeune femme contre un rythme qui l'érodait de l'intérieur avec la discrétion de Nacide doux. Il y avait autour de Gréco, à cette époque, plusieurs personnes qui avaient simultanément les deux caractéristiques: l'intérêt dans la continuation du projet et la conscience de son état réel. Et le fait qu'aucune d'entre elles n'ait, selon tous les témoignages disponibles, véritablement mis le frein ou exigé un ralentissement, pose une question inconfortable sur les priorités qui étaient à l'œuvre dans ce milieu où l'art était souvent invoqué pour justifier des exigences qu'on n'aurait tolérées nulle part ailleurs. Mais il y avait autre chose encore, une dimension plus subtile et peut-être plus durable dans ses effets que la fatigue physique, que ces notes évoquaient avec une économie de mots qui rendait la chose encore plus éloquente. Il y avait ce que la personne qui avait tenu ce carnet désignait simplement comme une dissonance, un terme qui, dans le vocabulaire médical et psychologique de l'époque, n'avait pas encore la précision technique qu'il allait acquérir plus tard, mais qui désignait quelque chose de reconnaissable pour quiconque a jamais été dans la situation d'un artiste contraint de travailler simultanément dans deux directions opposées, de servir deux maîtres artistiques dont les visions du monde et de son destin ne pouvaient pas être réconciliées. La dissonance entre ce que Cocteau lui demandait d'être et ce qu'elle sentait qu'elle était réellement. Entre la muse du mythe, austère et consacrée à une forme d'art total et exigeant, et la chanteuse de Saint-Germain, libre et ancrée dans le présent vivant d'une époque qui se cherchait avec urgence. Et dans cette dissonance, quelque chose d'essentiel dans la santé de Gréco, quelque chose de plus fondamental que la voix ou le sommeil, était en train de s'effriter silencieusement, comme une fondation de mauvaise qualité sous un édifice trop lourd. Comment une femme aussi forte que Gréco avait-elle pu laisser cette situation se prolonger aussi longtemps sans réagir? Et qu'est-ce qui, finalement, lui avait donné la force de poser le premier geste de rupture? On évoquait, parmi ceux qui l'avaient côtoyé de près, l'existence de carnets personnels de Juliette Gréco. Des papiers qu'elle n'aurait jamais montrés à personne pendant des décennies, et dont certains furent évoqués pour la première fois dans des entretiens accordés bien après que la distance du temps eût rendu leur évocation moins douloureuse. Une série de carnets de comptes qui racontaient, à travers les chiffres sobres et impersonnels de la comptabilité quotidienne, une histoire que ses mémoires poétiques n'avaient jamais pleinement racontée. Car Juliette Gréco, à l'époque de sa rencontre avec Cocteau, n'était pas dans la situation financière confortable que sa réputation croissante et son cercle d'amis illustres auraient pu laisser supposer à un observateur extérieur. Elle vivait dans un appartement modeste de la rive gauche, avec des revenus qui correspondaient à ceux d'une artiste encore en début de carrière, dont les enregistrements commençaient à se vendre, mais dont les droits n'avaient pas encore été négociés dans des conditions qui lui assuraient une sécurité matérielle digne de ce nom. Ces cachets des soirées à la rose rouge et au tabou étaient ceux d'une chanteuse de cabaret de talent, appréciée, de plus en plus demandée, mais pas encore d'une star
au sens où ce terme implique une indépendance financière réelle. Et cette fragilité économique, discrète mais réelle, n'était pas sans effet sur sa capacité à dire non à Cocteau, dont la proposition, aussi exigeante qu'elle fût artistiquement et humainement, apportait avec elle le prestige d'une association avec le nom le plus puissant de la culture française de l'époque. Un prestige qui se traduisait concrètement en termes de visibilité, de légitimité et, inévitablement, de perspectives financières. L'argent, ce moteur si peu romantique que les artistes répugnent toujours à nommer dans le récit de leurs grandes décisions, jouait un rôle dans cette histoire que personne, pendant des décennies, n'avait vraiment voulu regarder en face. Les carnets de comptes de Gréco de l'année 1950 racontaient, dit-on, une histoire concrète et poignante. On y voyait les dépenses d'une jeune femme qui gérait son budget avec une rigueur, et un soir, selon ce qu'on rapporte, elle aurait compté ses francs sur la table de la cuisine pour savoir si elle pouvait se payer le taxi jusqu'à la répétition de Cocteau. Elle y est allée à pied, dans le froid, sans se plaindre à personne. Ces carnets n'avaient rien de l'insouciance qu'on associe généralement à l'image de la bohème de Saint-Germain. Le loyer, modeste mais régulier, les repas souvent pris dans des restaurants bon marché du quartier, dont les prix étaient accessibles à ceux qui n'avaient pas encore le standing des grandes tables, les partitions musicales, achetées avec une parcimonie qui signalait un rapport au luxe culturel encore soumis aux contraintes du possible. Et puis, à partir d'un certain moment dans l'année, une série de dépenses nouvelles liées aux répétitions avec Cocteau, des tenues spécifiques exigées pour le travail, des frais de transport vers des lieux de répétition parfois éloignés de son appartement, des notes de frais qui n'étaient pas toujours remboursées dans les délais ou dans la totalité des montants engagés. Des sommes qui, individuellement, n'étaient pas considérables, mais qui, accumulées sur les semaines et les mois de collaboration, représentaient un poids réel sur un budget déjà tendu. Ce que ces chiffres révèlent, dans leur sécheresse arithmétique, c'est que l'association avec Cocteau coûtait à Gréco plus qu'elle ne lui apportait dans l'immédiat. Que le prestige promis restait, dans une large mesure, une promesse dont l'encaissement était différé à un futur dont personne ne pouvait garantir ni la forme ni l'échéance. Mais ce qui rend cette histoire financière particulièrement révélatrice, ce n'est pas seulement la pression matérielle qu'elle exerçait sur la décision de Gréco, c'est ce qu'elle dit sur la structure de la relation entre les deux artistes, et sur ce que chacun avait à gagner ou à perdre dans les différents scénarios possibles. Pour Cocteau, Gréco représentait une acquisition artistique d'une valeur qu'il était parfaitement capable d'évaluer avec la froide précision d'un connaisseur. Une voix unique, une présence scénique qui n'appartenait qu'à elle, et surtout, une incarnation vivante de l'esprit du Paris d'après-guerre qui donnait à son projet une authenticité que n'aurait pas pu lui apporter une actrice plus conventionnelle, formée dans les grandes écoles du théâtre classique. Pour Gréco, en revanche, la collaboration avec Cocteau représentait à la fois une opportunité extraordinaire et un risque considérable. Le risque de perdre le fil de sa propre trajectoire artistique dans l'absorption au sein d'une vision qui, aussi majestueuse qu'elle fût, n'était pas la sienne et ne pouvait pas, fondamentalement, l'être. Et ce déséquilibre entre ce que chacun avait à gagner et ce que chacun était prêt à sacrifier était, selon les personnes qui avaient observé la situation de l'intérieur, la véritable source de la tension qui allait finir par tout faire éclater. Marcel Marceau avait vu ce déséquilibre avec une clarté que sa propre expérience des exigences des grands créateurs lui avait enseignée. Étienne Decroux, dont la philosophie du mime corporel était fondée sur la conviction que l'artiste devait posséder son art de l'intérieur et ne jamais le laisser être possédé par quelqu'un d'autre, avait vu ce déséquilibre avec encore plus de netteté. Et tous deux, dans leur conversation avec Gréco, lui avaient, selon plusieurs sources concordantes, posé la même question fondamentale. Est-ce que le prix de cette collaboration, le prix humain, artistique, financier,
était proportionnée à ce qu'elle pouvait raisonnablement en espérer recevoir en retour. Une question à laquelle Gréco, pendant les premières semaines de travail avec Cocteau, n'avait pas de réponse claire. Mais une question dont la réponse allait se construire, progressivement et douloureusement, à travers une série d'incidents dans les salles de répétition dont un, en particulier, allait déclencher quelque chose d'irréversible dans la relation entre les deux artistes. Un incident dont les témoins ont, pendant des décennies, refusé de parler, et dont l'un d'entre eux, finalement, a choisi de rompre un silence qui durait depuis plus de 20 ans. Et ce que cette personne a révélé ce soir-là ressemble moins à un scandale artistique qu'à quelque chose de beaucoup plus fondamental. La révélation de ce que signifie, pour une femme qui a décidé d'appartenir d'abord à elle-même, de refuser l'emprise d'un génie qui avait décidé qu'elle lui appartenait. Mais avant d'arriver à cet incident décisif, une question demeure, et elle n'a jamais été vraiment posée publiquement. Pourquoi les personnes les plus proches de Gréco, celles qui voyaient ce qui se passait avec une clarté parfaite, avaient-elles choisi, jusqu'à ce moment précis, de se taire plutôt que d'intervenir? Il existe, dans les archives d'un notaire du 6e arrondissement, dont l'étude a fermé ses portes au cours des années 90, un document que les héritiers du dossier n'ont jamais voulu produire devant aucune commission culturelle ni aucun journaliste d'investigation. Un document d'une dizaine de pages dactylographiées, rédigé dans le jargon juridique précis et froid de l'après-guerre, portant en en-tête le nom d'une société de production théâtrale dont la raison sociale avait été dissoute moins de 2 ans après sa fondation. Une société créée, selon plusieurs sources concordantes du milieu, précisément pour encadrer la relation de travail entre Jean Cocteau et les artistes qu'il souhaitait intégrer à son cercle de création pour une durée indéterminée. Ce document, que certains témoins des milieux artistiques parisiens des années 50 ont évoqué sous le nom discret de l'accord de Saint-Germain, contenait, si l'on en croit ces mêmes témoignages, une série de clauses d'une nature si restrictive qu'elles auraient transformé, en termes pratiques, la relation entre Cocteau et l'artiste signataire en quelque chose qui ressemblait bien moins à une collaboration entre égaux qu'à une forme d'exclusivité artistique totale. L'artiste s'engageait à ne pas accepter, pendant la durée non précisée du projet, d'engagements discographiques ou scéniques susceptibles de disperser l'énergie créatrice nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre commune. En d'autres termes, pas de chansons, pas de scène de music hall, pas de studio d'enregistrement, tant que Cocteau jugerait que la collaboration n'était pas achevée. Et la durée de cet achèvement? Elle restait, selon les termes mêmes du document, à l'entière appréciation du directeur artistique du projet. Juliette Gréco, selon plusieurs personnes de son entourage de l'époque qui ont évoqué l'existence de ce document sans jamais le produire directement, avait signé quelque chose. Ce que ce document signifiait concrètement pour sa liberté d'artiste, elle ne l'avait peut-être pas mesuré dans toute son étendue le jour où la plume avait touché le papier. Mais elle allait le mesurer. Et la question qui se pose aujourd'hui, avec toute la clarté froide que donne le recul de l'histoire, est celle-ci. Quelqu'un, autour d'elle, avait-il lu les clauses de ce document avant qu'elle signe? Et avait-il choisi de se taire? Pour comprendre la portée réelle de cet engagement, il faut se replacer dans le contexte de ce que représentait la chanson pour Juliette Gréco en 1950, non pas comme accessoire décoratif de sa personnalité publique, mais comme l'axe central et irremplaçable de son identité d'artiste en construction. La chanson n'était pas pour elle une activité parallèle à ce que Cocteau appelait le vrai travail de création. Elle était le lieu où sa voix, cette voix basse et dorée qui semblait venir d'une profondeur que peu de chanteuses de sa génération avaient explorée, rencontrait les mots des poètes qu'elle admirait et transformait cette rencontre en quelque chose d'unique, d'irréductible à toute autre forme d'expression. Quand Sartre lui avait confié ses textes à mettre en musique, quand Queneau avait écrit pour elle les mots de « Si tu t'imagines », ces hommes n'avaient pas fait un geste de générosité condescendante envers une jolie fille des caves de Saint-Germain. Ils avaient reconnu en elle une interprète capable de donner à leurs mots une vie que la page seule ne pouvait pas leur offrir. Et cette reconnaissance, venant d'hommes dont le jugement intellectuel était le plus sévère et le moins accommodant du Paris de l'époque,
était pour Gréco quelque chose d'infiniment plus précieux que la promesse d'une gloire théâtrale dont les contours restaient, dans les salles de répétition de Cocteau, obstinément flous et toujours différés. Or, les clauses du document en question rendaient cette vie musicale structurellement impossible à maintenir pendant la durée d'une collaboration dont personne ne connaissait le terme. Les maisons de disques qui attendaient de nouveaux enregistrements ne pouvaient pas indéfiniment reporter leur date de livraison pour accommoder un arrangement privé dont elles ignoraient l'existence. Les directeurs des cabarets où Gréco était attendu ne comprenaient pas, et n'avaient pas à comprendre, les raisons de ses absences répétées ou de ses défections aux dates convenues. Et pendant ce temps, d'autres chanteuses de sa génération, moins liées par des obligations invisibles et non publiées, occupaient les scènes et les micros qu'elles laissaient vacants, construisant leur réputation et leur audience avec une régularité et une visibilité que Gréco ne pouvait plus se permettre. L'accord qui était censé lui ouvrir les portes d'une légitimité artistique supérieure lui fermait, dans les faits, les portes de l'univers qui était le sien. Et cette réalité-là, cette mécanique silencieuse d'une situation qui se retournait contre elle, avait mis des semaines avant de se dessiner dans toute sa clarté dans l'esprit d'une femme dont l'intelligence était vive, mais dont la jeunesse et la fascination exercée par Cocteau avaient provisoirement obscurci la vision. Mais ce qui trouble encore davantage les rares personnes qui ont eu accès à ces éléments, c'est que le nom de Gréco, selon certaines sources, n'était peut-être pas le seul à figurer sur ce document. Et que si d'autres artistes avaient signé avant elle et avaient traversé la même expérience, on se demande si quelqu'un, quelque part, ne le savait pas déjà, et avait choisi, pour des raisons que nul n'a jamais expliquées, de se taire. Pourquoi une telle omission, de la part de gens qui se disaient ses amis, ressemble-t-elle moins à de la négligence qu'à quelque chose de délibéré? Ce qui fragilisait encore davantage la position de Gréco face à cet engagement écrit, c'est qu'elle ne disposait pas, à cette époque, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un conseil juridique indépendant. Elle n'avait pas d'avocat attitré, ce luxe appartenant encore, en 1950, à un monde de célébrités établies qu'elle n'était pas encore tout à fait. Pas de manager au sens moderne du terme, capable de lire un contrat avec les yeux froids de quelqu'un dont le seul intérêt est la protection de son client. Ce qu'elle avait, c'était un cercle d'amis brillants, cultivés, passionnés d'art et d'idées, mais dont aucun n'était précisément outillé pour repérer dans un document juridique les clauses qui transformaient une proposition artistique magnifique en une cage dorée dont les barreaux ne deviendraient visibles qu'une fois la porte refermée. Marcel Marceau, Étienne Decroux, Boris Vian lui-même. Ces hommes extraordinaires dans leurs domaines respectifs n'étaient pas des juristes, et leur regard sur la situation de Gréco, si clairvoyant qu'il fût sur les dynamiques humaines et artistiques en jeu, ne s'était pas exercé sur les clauses précises d'un texte dont certains d'entre eux ignoraient peut-être même l'existence dans sa forme écrite. L'isolement juridique de Gréco face à l'appareil institutionnel qu'était devenu Cocteau dans sa maturité, avec ses conseillers, ses juristes, ses hommes de confiance habitués à rédiger des accords favorables à leur employeur, constituait un déséquilibre fondamental que ni son talent, ni son intelligence, ni sa personnalité ne pouvaient seuls compenser. Et c'est dans cet espace de déséquilibre, dans cet intervalle entre ce qu'elle croyait avoir accepté et ce qu'elle avait réellement signé, que la grande crise allait se former, lentement, mais inéluctablement, comme une tempête que tous les instruments météorologiques annoncent longtemps avant que le premier éclair ne déchire le ciel. Qu'est-ce qui vous semble le plus troublant dans cette histoire? Le document lui-même ou le silence de ceux qui auraient pu l'en protéger? Il était 16 heures un après-midi d'automne de 1950. Et la lumière de Paris à cette heure, et en cette saison, avait cette qualité particulière, dorée et mélancolique à la fois, qui semblait faite pour annoncer les grandes ruptures plutôt que les réconciliations.
quand un homme que personne dans l'entourage immédiat de Juliette Gréco ne connaissait, franchit la porte de la loge, qui lui servait d'espace de préparation, dans le théâtre où se déroulaient les répétitions avec Cocteau. Un homme d'une cinquantaine d'années, selon les deux témoins qui se trouvaient à portée de regard ce jour-là, et qui ont, séparément et à plusieurs années d'intervalle, décrit cet incident avec une convergence de détails troublante, portant un manteau sombre d'une coupe qui n'était pas celle des habitués du milieu artistique parisien, mais plutôt celle des hommes qui travaillent dans des bureaux où les décisions importantes se prennent sans bruit et sans témoin. Un homme qui avait demandé à voir Juliette Gréco seule, qui avait présenté, selon l'un des témoins, une carte dont le texte n'était pas visible à distance, mais qui avait suffi à faire sortir l'assistante de répétition sans qu'aucun mot supplémentaire n'eût besoin d'être prononcé. Qui était cet homme? Personne, dans les années qui ont suivi, n'a jamais pu, ou voulu, répondre à cette question avec précision. Ce que les deux témoins ont décrit, en revanche, avec une concordance qui rend leur témoignage particulièrement difficile à écarter, c'est ce qui s'était passé après que la porte de la loge se fut refermée derrière lui. La conversation avait duré, selon l'un des témoins qui attendait dans le couloir, entre 20 et 25 minutes. 25 minutes de silence total d'abord. Le genre de silence qui ne signifie pas l'absence de parole, mais au contraire, une conversation si tendue, si chargée, que les voix se réduisent d'elles-mêmes à un registre que les murs ne peuvent pas transmettre. Puis, vers la fin, quelques instants d'une tonalité différente. Une voix, celle de Gréco, reconnaissable à sa profondeur caractéristique, qui avait monté d'un demi-ton, pas pour crier. Gréco ne criait pas, selon tous ceux qui la connaissaient, comme marque de désaccord. Elle avait d'autres façons de dire non que les éclats de voix. Mais pour affirmer quelque chose, avec cette netteté particulière, des personnes qui ont décidé que la conversation est terminée. L'homme était reparti, sans repasser par la salle de répétition. Il avait traversé le couloir à pas mesurés et était sorti par l'entrée latérale du théâtre, sans regarder les deux témoins qui le regardaient, sans un mot, sans un geste, avec la discrétion de quelqu'un qui a accompli sa mission et n'a aucun compte à rendre à quiconque sur sa nature. Et Juliette Gréco avait émergé de sa loge 10 minutes plus tard, le visage composé avec ce soin particulier qu'elle mettait à ne pas laisser voir ce que les heures difficiles faisaient à l'intérieur d'elle, et avait annoncé à voix tranquille qu'elle ne participerait pas à la répétition de cet après-midi. Ce qui avait frappé les deux témoins, et qui les avait amenés, des années plus tard, à mentionner cet incident dans des contextes différents, avec une insistance qui suggère que l'événement était resté gravé dans leur mémoire, comme une de ces scènes dont on comprend rétrospectivement qu'elle signalait un tournant. C'était moins ce que Gréco avait dit que ce qu'elle avait fait dans l'heure qui avait suivi le départ de cet homme. Elle avait demandé qu'on lui apporte du café, avait refusé la compagnie de l'assistante qui proposait de rester, et s'était assise à la table de la loge avec ce qui ressemblait, de l'extérieur, à une grande immobilité volontaire, la posture de quelqu'un qui réfléchit à quelque chose d'important, avec une concentration totale qui exclut le monde. Et puis, selon le témoin qui avait eu un angle de vue sur la porte entr'ouverte de la loge, elle avait sorti de son sac un petit carnet à couverture de cuir bordeaux qu'elle portait toujours sur elle, et elle avait écrit pendant plusieurs minutes, de cette écriture serrée et rapide qui était la sienne, 1 ou 2 pages dont personne n'a jamais connu le contenu. Ce carnet, selon le même témoin, elle l'avait ensuite glissé au fond de son sac avec une attention particulière, comme on met en lieu sûr quelque chose qu'on ne veut pas risquer de perdre. Le soir de cet après-midi-là, elle avait annulé son engagement de la soirée à la Rose Rouge, une chose qu'elle ne faisait jamais, dont les raisons n'avaient été communiquées au directeur du cabaret que sous la forme d'un bref message téléphonique. Et le lendemain, elle s'était présentée à la répétition avec Cocteau avec 40 minutes de retard. Elle, qui jusqu'alors était toujours là avant l'heure. Que lui avait dit cet homme inconnu pour produire en si peu de temps un changement si visible dans le comportement d'une femme réputée pour son sang-froid et sa maîtrise d'elle-même?
Plusieurs personnes qui gravitaient autour du cercle de Cocteau à cette époque ont, des années plus tard, évoqué l'existence de ce qu'on pourrait appeler des émissaires de persuasion. Des hommes de confiance que Cocteau envoyait, quand une situation commençait à lui échapper, pour rappeler à ses collaborateurs les termes de leurs engagements et, plus subtilement, pour leur faire comprendre les conséquences d'une rupture unilatérale sur leur réputation dans un milieu où la parole d'un génie de l'envergure de Cocteau avait le poids d'une monnaie d'échange culturelle dont la valeur dépassait de loin tout ce qu'un jeune artiste en début de carrière pouvait opposer. Ces émissaires ne menaçaient pas, selon ceux qui décrivent leur mode d'opération, ils informaient, avec cette courtoisie froide, des personnes dont le pouvoir est suffisamment établi pour n'avoir pas besoin de hausser la voix. Ils rappelaient, avec précision, ce qui avait été signé. Ils dessinaient, avec des mots choisis, le paysage de ce qui attendait quelqu'un qui aurait la mauvaise idée de ne pas honorer les obligations auxquelles il ou elle avait consenti. Et ils repartaient, laissant leur interlocuteur seul avec la cartographie de cette réalité nouvelle, en sachant que les heures qui suivaient travailleraient pour eux. Si l'homme au manteau sombre était l'un de ces émissaires, alors ce qu'il avait apporté à Gréco ce jour-là n'était pas une menace ouverte, mais quelque chose de plus difficile à combattre. La connaissance précise et documentée de ce à quoi elle avait dit oui, et la conscience que l'ignorance dans laquelle elle avait pu signer n'était pas, aux yeux de ceux qui avaient rédigé les termes, une circonstance atténuante. La question qui se posait à elle, après cette visite, n'était donc plus « est-ce que je veux continuer ?», mais quelque chose de bien plus complexe et de bien plus douloureux. À quel prix est-ce que je peux décider de partir ? Les documents de cette période, les contrats discographiques, les affiches de concerts, les critiques qui s'accumulent dans les archives de la presse culturelle française et internationale, dessinent le portrait d'une artiste en pleine maîtrise de sa trajectoire, qui choisissait ses collaborateurs, négociait ses conditions, imposait ses termes avec cette combinaison d'exigences artistiques et de pragmatisme économique que la jeune femme de 1950 n'avait pas encore les moyens d'exercer. La précarité financière qui avait pesé sur sa décision d'accepter la proposition de Cocteau s'était dissipée, non pas par une aubaine ou un patronage extérieur, mais par le travail patient et régulier d'une artiste qui avait choisi de construire sa réputation sur ses propres termes, avec sa propre voix, dans les genres et les formats qui lui permettaient d'être entièrement elle-même. Et cette liberté reconquise, si elle n'était pas exempte de difficultés ni d'années moins lumineuses que d'autres, portait en elle une qualité que les observateurs les plus attentifs de sa carrière ont souvent remarquée. Une cohérence entre ce que Gréco était en privé et ce qu'elle était en public. Une continuité entre la femme de l'appartement secret de la rue transversale et la chanteuse qui montait sur scène avec sa robe noire et sa façon de regarder le public comme si elle lui accordait une confiance qu'il avait à mériter. Cette cohérence est rare. Elle est le signe d'une victoire intérieure que les salles combles et les critiques enthousiastes ne font que refléter, sans jamais tout à fait l'épuiser. Marcel Marceau, de son côté, avait continué à entretenir avec Gréco une amitié qui, selon ceux qui en avaient été témoins dans les décennies suivantes, n'avait rien perdu de l'intensité et de la franchise des conversations des années 50. Le mime qui n'avait pas su, ou pas voulu, l'avertir assez tôt et assez clairement de ce à quoi elle s'engageait avec Cocteau, avait trouvé, dans les années qui avaient suivi la rupture, une façon de lui exprimer cette dette sans jamais la nommer directement. Une présence indéfectible dans les moments importants. Une disponibilité qui allait au-delà de ce que l'amitié ordinaire entre artistes très occupés exige, et cette façon qu'il avait de parler d'elle à ceux qui ne la connaissaient pas, avec une précision et une chaleur qui suggéraient quelqu'un qui a compris tard ce que valait quelqu'un et qui a décidé de ne jamais recommencer à sous-estimer. Étienne Decroux, quant à lui, avait choisi de laisser dans ses archives, parmi les milliers de pages de notes sur le mime corporel et la philosophie du geste, plusieurs paragraphes sur ce qu'il appelait « la vérité du refus », la capacité de l'artiste à identifier le moment
où l'acte le plus profondément créateur n'est pas de produire, mais de ne pas se produire dans des conditions qui trahiraient l'essentiel. Ces paragraphes ne mentionnaient aucun nom. Il n'avait pas besoin de le faire. Et quant à l'assistant infidèle, celui qui avait joué pendant les semaines de crise le rôle d'un Janus discret dont les deux visages servaient des intérêts opposés, il avait continué à travailler dans les cercles de la culture parisienne jusqu'à la fin de sa vie active, sans que son comportement de 1950 n'eût jamais été directement confronté, sans que sa responsabilité dans la rupture, qui avait privé la culture française d'une collaboration potentiellement extraordinaire, eût jamais été nommée publiquement. La justice, dans cette histoire comme dans beaucoup d'autres de cet ordre, n'avait pas pris la forme d'une condamnation officielle. Elle avait pris la forme plus subtile et plus durable d'une comparaison. D'un côté, l'œuvre immense d'une Juliette Gréco qui avait refusé de se laisser définir par quelqu'un d'autre et dont le nom résonne encore dans la mémoire collective de plusieurs générations, comme le symbole d'une certaine façon française d'être libre et entière. De l'autre côté, le souvenir de cet homme que personne ne peut nommer sans devoir d'abord expliquer qui il était, ce qui constitue, dans l'économie particulière de la postérité culturelle, une façon élégante et définitive de mesurer les distances. Et ce sont les dernières années qui nous donnent peut-être la clé définitive de tout ce que cette histoire a tenté de raconter. Dans les entretiens que Juliette Gréco avait accordés à partir du début des années 90, quand le temps écoulé et la sécurité d'une œuvre accomplie lui avaient finalement donné la possibilité d'aborder publiquement des sujets qu'elle avait tenus à distance pendant 4 décennies, elle avait évoqué Cocteau avec cette économie de mots qui caractérisait sa façon de traiter les choses qui avait compté profondément. Pas d'amertume visible, pas de règlement de compte, pas de révélations spectaculaires, soigneusement gardées pour le moment où elles auraient le plus d'impact. Juste quelques phrases, dites avec cette voix basse qui n'avait rien perdu de sa profondeur avec les années, qui reconnaissait en Cocteau un génie réel, tout en laissant entendre, dans l'espace de ce qui n'était pas dit, que le génie n'avait pas été suffisant pour lui donner le droit de disposer de la liberté des autres. Ces phrases-là, dans leur laconisme mesuré, contenaient toute l'histoire. Elle signalait une femme qui avait fait la paix avec ce qui s'était passé, non pas en l'effaçant ou en le minimisant, mais en ayant vécu assez et construit assez pour que ce chapitre-là prenne sa juste proportion dans la totalité d'une vie qui le dépassait largement dans tous les sens. Et dans ces moments-là, quand on l'écoutait parler de Cocteau avec cette sérénité acquise, il était difficile de ne pas ressentir quelque chose qui ressemblait à de l'admiration pour la capacité d'une femme à traverser une expérience potentiellement destructrice et à en sortir non pas indemne, personne ne sort indemne de ce genre d'épreuve, mais entière, reconnaissable, fidèle à elle-même dans la mesure où une vie humaine peut l'être. L'appartement de la rue Transversale avait depuis longtemps changé de locataire. Le tilleul dans la cour avait grandi, peut-être, ou disparu sous les travaux d'un Paris qui se transformait sans cesse. Le médaillon de la lyre avait disparu avec les années de crise et n'était jamais revenu. Marguerite Tessier avait fini par prendre sa retraite des coulisses et vivait, dans ces dernières années, dans une petite maison du Vaucluse, dont elle envoyait parfois des cartes de vœux à d'anciennes collègues, avec lesquelles elle avait partagé les coulisses d'un Paris qui n'existait plus que dans les mémoires et les archives. Marcel Marceau avait continué à traverser les scènes du monde entier, avec son visage blanc et ses mains qui parlaient la langue de toutes les humanités sans en choisir aucune. Étienne Decroux avait laissé une œuvre pédagogique dont l'influence sur le travail corporel des comédiens contemporains est suffisamment massive pour constituer en elle-même une réponse à la question de savoir si le refus de servir une vision qui n'est pas la vôtre peut être un acte créateur de la même importance que la création elle-même. Et Juliette Gréco continuait à monter sur scène, des décennies après que tout le monde autour d'elle avait prédit pour elle soit le triomphe de l'actrice formée par Cocteau,
soit l'échec de la chanteuse qui avait refusé la grandeur qu'on lui offrait. Elle montait sur scène et elle chantait, avec une voix transformée par les années en quelque chose de plus riche encore que ce qu'elle avait été dans les caves de Saint-Germain, parce que les voix qui ont traversé ce qu'avait traversé la sienne portent en elles une vérité supplémentaire que les années d'épargne n'ont jamais pu produire. Et dans cette voix, dans chaque concert donné pendant les décennies qui ont suivi 1950, résonnait la réponse définitive à toutes les questions que cette histoire a posées. La réponse d'une femme qui avait choisi d'être libre plutôt que mythologique, et qui avait eu raison. Amis, et vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous qui portez en vous la mémoire de cette époque et le respect sincère que la grande culture française mérite, nous aimerions vous poser une question sincère. Que pensez-vous de Juliette Gréco? Était-elle une femme qui a fait le bon choix en refusant de se laisser absorber par la vision de Cocteau? Ou bien pensez-vous qu'en disant non, elle a peut-être privé la France d'une œuvre que nous n'avons jamais vue et que nous ne verrons jamais? Était-elle victime d'un système qui utilisait les artistes sans les respecter vraiment? Ou bien avait-elle en elle toutes les ressources pour se défendre, et c'est précisément pour cela qu'elle mérite notre admiration la plus sincère? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Il nous importe vraiment de savoir si le nom de Juliette Gréco résonne encore dans votre ville, dans votre mémoire, dans votre cœur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas sur cette femme extraordinaire, et sur le prix que la liberté artistique peut coûter, alors laissez un like pour la vérité. Parce que la vérité mérite qu'on lui rende hommage. Et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à découvrir ensemble les histoires que les biographies officielles n'ont pas racontées.